Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Sauf accident, je crois que l'on peut vraiment dire aujourd'hui qu'Eddy Merckx a gagné le Tour de France. D'après sa victoire d'hier soir, c'est encore lui qui a remporté ce matin le premier tronçon de la 14e étape avec plus de 2 minutes d'avance sur Luis Ocaña. Le champion espagnol est d'ailleurs fatigué, mais malgré les rumeurs de ce matin, il a tout de même pris le départ. Finalement, tout se passe comme si désormais l'enjeu de ce Tour de France 72 concernait plutôt la seconde place. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Georges Dominique. Les autres titres de l'actualité, les résultats du BAC 72. M. Fontanel, nouveau ministre de l'Éducation nationale, donnera les résultats d'ensemble au Conseil des ministres. On a tout de même maintenant une idée assez précise. En fait, peu de changements par rapport à l'année dernière, un peu plus de succès que l'an passé pour les littéraires, 72%, moins de succès en revanche chez les scientifiques, 62%, et stabilité en ce qui concerne le BAC chez les techniciens. Sur la scène internationale, la semaine commence avec de nouveaux problèmes monétaires et une menace de fermeture des marchés d'échange. Nous en reparlerons dans ce journal avec notre camarade Gérard Vidalange depuis la Bourse. Quant au petit Lionel, qui avait disparu avant-hier dans la région parisienne, il a été retrouvé hier soir et en bonne santé. Son ravisseur court toujours, mais vous verrez tout à l'heure la joie de la famille Aubert. Je vous propose tout de même de commencer ce journal en compagnie de François de Closet. Je vous disais l'autre jour que l'engin américain Mariner 9 venait de terminer sa mission. Il a photographié complètement la surface de la planète Mars, une planète qui pendant longtemps a fait rêver les terriens. Et il semblerait que ce ne soit pas fini puisque grâce aux photos transmises par Mariner, on découvre un nouveau visage du sol martien, François de Closet. Oui, voilà enfin l'essentiel du travail de Mariner 9. Vous allez découvrir un document assez extraordinaire. C'est la reconstitution de tout l'équateur martien à partir de centaines de photographies qui ont été prises au début de cette année par Mariner 9. Alors regardez, vous allez maintenant survoler l'équateur martien. Que nous révèlent ces photos? Elles nous révèlent au fond que Mars est une planète intermédiaire entre la Terre, qui est une planète vivante, et la Lune, qui est une planète morte, mais que probablement Mars était beaucoup plus proche de la Terre, beaucoup plus vivant, il y a quelques centaines de millions d'années, et que Mars se rapproche beaucoup plus de la Lune à mesure que Mars perd son atmosphère. Et cela ouvre des perspectives extraordinaires, bien sûr, quant à l'histoire de Mars, et en particulier une éventuelle histoire d'un développement d'une vie martienne. Alors, ces photos, ce premier agrandissement, paraît assez décevant, on ne voit pas beaucoup de détails. Voilà donc une deuxième mosaïque prise à une bien meilleure échelle de la partie centrale que vous venez de survoler. Et alors là, vous voyez la qualité fantastique de ces images. Vous découvrez toutes sortes de traits que l'on n'imaginait pas. Vous voyez, par exemple, des sortes de rivières fossiles, comme cela. On en a découvert aussi sur la Lune qui correspondent à des coulées de lave. Mais ici, on se pose justement la question de savoir s'il s'agit bien de coulées de lave ou s'il s'agirait de véritables rivières d'eau à une époque où il pouvait y avoir de l'eau courante sur Mars, ce qui n'est plus possible aujourd'hui puisque la pression atmosphérique est beaucoup trop faible. Nous descendons un peu et pratiquement juste sur l'équateur. On a découvert un fantastique canyon. Vous voyez, un système même de canyon que nous suivons maintenant, qui fait près de 5000 km, c'est-à-dire qui traverserait tout le continent américain pratiquement de Los Angeles à New York, avec près de 7 km de profondeur en certains endroits, plus de 100 mètres de largeur, jusqu'à 150 mètres de largeur, et on arrive ici à une structure très curieuse, la structure du chandelier, comme on dit les astronomes. Là encore, je vais vous donner un exemple de la qualité de ces images. Regardez, voilà la région du chandelier que vous allez voir apparaître maintenant sur votre écran, et la voilà, elle a été mise dans l'autre sens d'ailleurs, mais la voilà photographiée avec tous les détails. Nous repartons maintenant dans notre exploration, et on arrive ici dans une région où l'on découvre énormément de grands cratères volcaniques. On a découvert ainsi, un peu en dessous en voilà un autre, on a découvert dans cette région 9 énormes cratères volcaniques, on en devine un autre ici, et puis nous remontons et nous découvrons ce très beau cratère Nix Olympica. Et là encore, je vais vous donner un exemple de la qualité de ces images. Voilà l'agrandissement, vous avez bien vu ceci, voilà l'agrandissement. Voilà, Nix Olympica agrandi. Regardez à nouveau la qualité des détails. Nous avons une montagne volcanique de 500 km de diamètre.
vous avez au centre le système complexe de cratères qui fait à peu près 60 km. Vous voyez donc qu'on peut dire que tout cela relance tout l'intérêt pour l'étude et la recherche de Mars. Ce qu'il faut maintenant dans les années à venir, c'est avoir des robots qui viennent regarder de très près sur place ce qui se passe. Vous savez que Mars 3 a commencé mais n'a pas pu mener à bien sa mission. Eh bien, ça nous promet des expériences martiennes absolument passionnantes pour les années à venir. Et à propos de l'espace, il faut peut-être revenir aussi aujourd'hui sur l'affaire Komarov dont nous parlions hier. Komarov, ce cosmonaute soviétique mort dans l'espace en 1967 et dont on a appris hier qu'il savait ou qu'il aurait su 2 heures avant l'accident qu'il allait mourir. François de Closet, avec un peu de recul, vous êtes un peu sceptique. Oui, je suis un peu sceptique pour les raisons suivantes. D'abord parce que la source, un agent secret anonyme qui a quitté son service, est évidemment discutable. D'autre part, ce n'est pas du tout étonnant que l'on ait capté des communications entre les cosmonautes soviétiques et la Terre, puisqu'au début de chaque expérience, les soviétiques donnent la fréquence, ne serait-ce que pour que d'autres ne l'utilisent pas, et qu'ils parlent en clair, n'importe qui, avec une bonne antenne spatiale, peut capter ces communications. Mais alors, on nous dit que 2 heures à l'avance, Komarov et les soviétiques savaient de façon sûre que le parachute ne fonctionnerait pas. Mais on ne nous dit pas quel était cet accident qui faisait qu'on était dans cette situation. Et ce serait ça, précisément, l'information, et curieusement, elle ne figure pas. Troisièmement, est-ce qu'on peut jamais, dans un vol spatial, savoir 2 heures à l'avance, à 100%, qu'un système ne va pas fonctionner? Ça paraît assez improbable, ne serait-ce que parce que lorsqu'au tableau de bord on voit apparaître des indications de défaillance, on peut toujours se dire que c'est peut-être le système de contrôle qui est défaillant et pas le système contrôlé. Il y a donc toujours une possibilité que finalement les choses se passent à peu près bien. Enfin, ce que l'on sait, c'est que les soviétiques, dans ces vols, prévoient toujours pour le cosmonaute plusieurs jours d'air et de vivres pour le cas où les rétrofusées ne marcheraient pas, et dans ce cas-là, le vaisseau spatial rentrerait lentement par usure d'orbite. Komarov avait passé 24 heures dans l'espace et avait certainement à bord de Soyouz plusieurs jours encore de vivres et d'air pour continuer le vol. Si l'on avait constaté une défaillance à ce moment-là pour la suite du vol, selon toute vraisemblance, on aurait continué au moins plusieurs jours pour essayer de réparer et de remédier. Peut-être même qu'on aurait essayé plutôt de le faire revenir sur l'océan pour essayer d'amortir le choc et lui donner peut-être une chance supérieure si tout de même les parachutes avaient à peu près fonctionné. Voilà tout ce qu'on peut dire. Il faut donc être très prudent et très réservé et déplorer une fois de plus que les soviétiques ne fassent pas comme les Américains qui nous publient des rapports complets lorsqu'ils ont des accidents dans l'espace. Merci François de Closet, voilà pour l'actualité, disons, spatiale. Pour le reste, une grande semaine européenne commence aujourd'hui. Mercredi, il y aura la réunion des 10 ministres des Affaires étrangères, mais aujourd'hui, les 10 pays du marché commun se posent plutôt le problème de leur monnaie. On parle, je vous le disais, d'une fermeture du marché d'échange, des marchés d'échange, et de tout cela, Gérard Vidalanche, on est certainement en train de discuter en ce moment dans la capitale londonienne. Oui, cette fermeture aurait été navrante. Les marchés d'échange ont fonctionné normalement ce matin, heureusement pour les touristes. Il est vrai qu'à 15 heures, les 10 ministres des Finances de l'Europe élargie vont se réunir à Londres, et c'est la première fois que cette réunion se tient à Londres, en dehors du territoire du marché commun. À l'ordre du jour de ces délibérations, eh bien, il y a le problème clé de la réforme du système monétaire international. M. Pompidou avait demandé qu'avant la grande réunion, avant le sommet d'octobre, eh bien, une position commune, ferme des Européens soit établie vis-à-vis des Américains. Mais dans l'attente précisément de cette réunion des ministres des Finances, il y a eu une spéculation terrible sur le dollar, puisque jeudi et vendredi, 2,5 milliards de dollars sont venus dans les caisses, dans les guichets des grandes banques allemandes et suisses. Et c'est à ce moment-là que l'on a parlé d'une fermeture éventuelle du marché d'échange, mais ceci était tout à fait faux. C'est un peu, si vous voulez, comme des sauterelles qui sont rabattues par la chaleur, qui se précipitent. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans les banques allemandes jeudi et vendredi. 1,5 milliard de dollars pour la seule journée de vendredi, c'est-à-dire 7,5 milliards de francs, c'est tout de même une spéculation énorme. Quel était le calcul des spéculateurs? Eh bien, ils pensaient que les ministres des Finances, précisément, décideraient une flottaison concertée des monnaies européennes vis-à-vis du dollar. Or, c'est tout à fait contraire à tout ce que les ministres des Finances européens ont dit jusqu'à présent, et selon du reste les thèses françaises, ils sont absolument partisans, au contraire, de parité fixe
des monnaies, donc il refoule, il repousse tout à fait cette flottaison des monnaies. Alors la fièvre peut-elle tomber? Eh bien je crois que c'est difficile vraiment de le dire. Il y aura certainement encore des coups de boutoir de la spéculation, mais ce qui est sûr, c'est que les barricades vont s'élever en Europe, que les contrôles vont être encore plus sévères. On peut dire que les Suisses, jusqu'à présent, ont été les plus énergiques, mais la France a donné l'exemple. Vous savez qu'il y a le double marché d'échange qui fonctionne tout de même assez bien, et la France a décidé également de geler des capitaux, c'est-à-dire que les banques doivent constituer des réserves obligatoires à partir de leurs dépôts. Eh bien, ces réserves doivent maintenant constituer 10% justement du montant des dépôts, ce qui gèle précisément toutes les rentrées spéculatives, les rentrées des capitaux errants en France. Et la même mesure a été prise par les Allemands. Donc voilà où on en est en ce qui concerne l'échange ce matin. L'alerte reste et nous sommes certainement encore dans une période très chaude. Merci Gérard, nous nous retrouvons tout à l'heure bien sûr pour les cotations à la Bourse de Paris. Le reste de l'actualité, on voit maintenant un peu plus clair en ce qui concerne la situation en Libye. Hier, un nouveau gouvernement a été formé, il est présidé par le commandant Djaloud. Quant au colonel Kadhafi, il sera prochainement le seul candidat à la présidence au cours d'un référendum. Mais il est à peu près évident maintenant que le commandant Djaloud a réussi à imposer son influence, qu'il reste l'homme fort, qu'il devient plutôt l'homme fort. C'est important parce qu'il est, vous le savez peut-être, partisan d'un rapprochement avec l'Union soviétique. En Irlande du Nord, l'atmosphère est restée très tendue pendant ce dernier week-end. Le centre de Belfast était bouclé. Les membres de l'IRA, au cours de nouveaux affrontements, ont même utilisé le bazooka. Et puis l'on note aussi la fuite des femmes et des enfants catholiques. Près de 5000 d'entre eux sont en train d'abandonner l'un des quartiers de Belfast pour fuir en direction du sud. Et c'est pour protester contre la présence des soldats britanniques dans leur quartier que les habitants de Lenadon, au sud-ouest de Belfast, ont pris depuis hier le chemin de l'exil. De son côté, la troupe a dû lutter samedi et dimanche contre les francs-tireurs de l'IRA. L'incident le plus grave a eu lieu à Belfast où des terroristes ont attaqué au bazooka un commissariat de police et un poste militaire. Une opération d'autant plus spectaculaire que le centre de la capitale était entièrement bouclé par des blindés. Alors, devant cette nouvelle vague de violence, 5 morts et de nombreux blessés hier et avant-hier, la population ne se sent plus en sécurité et elle se retourne maintenant vers M. Whitelaw, le proconsul d'Irlande du Nord. Pour une fois, catholiques et protestants sont d'accord pour dire que c'est lui et sa politique qui sont les seuls responsables de la dégradation de la situation. The trouble broke out as the Minister of State for Northern Ireland, Mr. Huge blocks of concrete, a sign perhaps that the new barricades, if they are completed, will be strong and permanent. À Tel Aviv, on en arrive maintenant à la phase finale du procès du terroriste japonais Okamoto, l'auteur, vous le savez, du massacre sur l'aéroport de Lod. Ce matin, il a été reconnu coupable et le procureur général a demandé la prison à vie. La sentence sera rendue publique dans le courant de l'après-midi. En France, c'est le plus grand calme dans l'actualité politique. M. Pompidou poursuit son séjour en Bretagne. En revanche, il y a une certaine émotion en Corse après plusieurs attentats contre des stations de pompage qui ont pour mission d'irriguer la plaine orientale de Corse. Les dégâts sont très importants. Et par ailleurs, on a découvert aussi des charges d'explosifs près du barrage d'Alziton qui retient 6 millions de mètres cubes d'eau. En tout cas, après ces attentats, les cultures fruitières de cette plaine orientale sont pour l'instant plus ou moins en péril. Le petit Lionel Aubert a donc été retrouvé hier soir. Vous savez qu'il avait disparu depuis samedi. Un inconnu vêtu de bleu, coiffé d'une casquette, l'avait gardé avec lui près de 24 heures avant de le confier finalement aux religieuses d'un couvent de Ménilmontant. Jean-François Luciani a pu se rendre compte que Lionel était en parfaite santé. Pourquoi tu es là avec le monsieur? Parce qu'il t'a acheté des bonbons? Je ne dis plus quoi. Hein? Et monsieur? Parce qu'il a dit qu'il habitait à côté de maman. T'as dit. C'est ça? Tu croyais qu'on allait avec toi, c'est ça? Tu croyais qu'on allait avec toi et le monsieur? Qu'est-ce que tu as fait avec le monsieur? Il t'a amené où? Qu'est-ce que t'as fait? T'as été dans les cafés? Mais dis où, monsieur? T'as été dans les cafés? Dans le café. Où tu as dormi? Qu'est-ce que t'as fait de dos? Dans le cabinet. Dans les cabinets? Oui. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il te disait pendant ce temps? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment tu as fait pour dormir par terre? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé par terre. Il s'est allongé par terre, il t'a pris sur toi pour pas que tu aies froid? Sur lui pour pas que tu aies froid? Oui. Il était gentil, le monsieur? Il me disait quoi? Hein? Il lui donnait des coups de poing pour jouer, vous savez. Ils jouaient à la boxe tous les deux et... Tu jouais avec lui à la boxe? Oui. Hein?
Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as pas demandé à ce moment-là où était ta maman? Hein? Non. Oui ou non? Non. Non? Pourquoi? Et après? Il t'a amené après chez les religieuses. Hein? Ils t'ont amené chez des sœurs. Puis qu'est-ce qu'ils t'ont donné à manger, les dames? Oui. Puis après, t'as attendu. Qu'est-ce que t'as fait dans l'après-midi? J'ai regardé la télé. T'as regardé la télé? Puis après, on est venu te chercher? Et ils sont venus me chercher. Et puis après, maman est venue? Maman est venue. Je sais plus. La première hypothèse était la bonne. Il s'agit vraisemblablement d'un maniaque. Un gars qui adorait les gosses et qui n'en avait pas dans sa proche compagnie, certainement. Parce qu'il n'a pas du tout brutalisé votre enfant. Non, non, non. Non, je pense pas, parce que malgré tout, il était prévenant avec lui. D'après ce qu'il nous dit, il était prévenant avec lui. Pour ne pas qu'il ait froid par terre, il l'a couché sur lui. Mais il ne sait pas où est-ce qu'ils ont dormi. Dernier water, d'après le commissariat, ça doit être dans des locaux désaffectés, mais où exactement, le gosse, il connaît pas du tout le coin, il peut pas nous renseigner. Enfin, pour vous, c'est une histoire qui finit bien. Qui a mal commencé et qui termine très bien. Et j'espère qu'il y en aura plus, aussi bien pour nous que pour d'autres. Une affaire qui n'est pas totalement terminée, puisque le ravisseur court toujours. Une affaire dans laquelle, malgré tout, il reste un certain nombre de points obscurs. L'affaire de Bruay en Artois, la chambre d'accusation d'Amiens s'est réunie ce matin pour statuer sur la mise en liberté éventuelle de Pierre Leroy. Une mise en liberté demandée à la fois par les défenseurs du notaire et par le parquet. Pour l'instant, la décision a été mise en délibéré. On ignore encore jusqu'à quelle date. Depuis hier, une nouvelle affaire de drogue dans le Midi. Les policiers ont en effet découvert un laboratoire clandestin à Saint-Cyr, dans le Var. Le ministre de l'Intérieur a envoyé ses félicitations ce matin au service régional de police judiciaire de Marseille. Les recherches semblent maintenant s'orienter sur la région de Lyon. Près de 15 kilos d'héroïne pure cachée dans une lessiveuse, ainsi que tout un matériel nécessaire à la transformation de la morphine base. Tel est le butin découvert pendant le week-end dans le 3e laboratoire clandestin de drogue de la région marseillaise. Il est environ minuit vendredi soir, en pleine nuit du 14 juillet, lorsque, avertis par un touriste, 4 gendarmes de Saint-Cyr, petite commune du Var, surprennent le curieux manège de 4 individus. Ceux-ci sont occupés à transborder des paquets et des objets plutôt volumineux d'un gros camion bâché dans une fourgonnette. C'est ce qu'a confirmé à Léo Kirchetti et à notre caméraman Désiré Ibgui, le directeur du SRPJ de Marseille, M. Lagunier-Labarté. Ils ont interpellé les 4 individus et tout de suite, dans la boîte à gants de l'un des véhicules, ils ont découvert un pistolet 7,65 approvisionné de cartouches. Leur attention, évidemment, a été beaucoup plus concentrée et ils ont regardé de plus près. Ils sont aperçus que les individus en question transbordaient des fûts, transbordaient des outils, transbordaient un certain matériel. Et ils ont cru tout d'abord à une affaire de trafic d'anétol, de trafic de pastis clandestins. Cette estafette était tournée en direction d'un cabanon situé à quelques 250 mètres de cet endroit-là. Ils sont allés dans ce cabanon et là, ils ont découvert tout un matériel assez hétéroclite. Et ils ont appelé, pensant toujours qu'il s'agissait d'une affaire de trafic d'alcool ou de pastis, ils ont appelé le service des douanes. Le service des douanes s'est transporté sur les lieux et il ne leur a pas échappé que tout ce matériel servait à autre chose qu'à faire du pastis ou qu'à un trafic d'alcool quelconque, et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont appelés. La section spécialisée de mon service et moi-même, nous sommes rendus sur les lieux et tout de suite nous avons vu qu'il s'agissait bel et bien de tout le matériel constituant un laboratoire clandestin de transformation de morphine base en héroïne. Le laboratoire n'était pas encore entré en fonction. Le laboratoire ne fonctionnait certainement pas et tout le matériel que nous avons découvert, que les gendarmes ont découvert, était certainement destiné à remonter un laboratoire dans cet endroit qui est isolé, qui est désert, et pas désert, mais
où il y a un habitat dispersé, où les maisons sont très éloignées les unes des autres. Et nous pensons que véritablement c'était un endroit semblable à beaucoup d'autres endroits où ont été découverts des laboratoires, un endroit très propice justement au fonctionnement d'un laboratoire clandestin. Les 4 trafiquants arrêtés par les policiers du SRPJ sont apparemment des personnages importants du commerce de la drogue puisqu'il s'agit de fabricants de stupéfiants. Mais il faudra encore attendre quelques jours avant de connaître mieux leur personnalité. Je ne connais pas encore le bilan définitif des accidents de la route en France pendant ce week-end du 14 juillet, mais je viens de recevoir un bilan officieux plutôt, et provisoire, qui est déjà de 187 morts et de 2986 blessés. Par ailleurs, il y a également 40 noyades pendant ce même week-end du 14 juillet. Hier soir, la rentrée semblait se dérouler à peu près bien, malgré les bouchons traditionnels. Il y a pourtant eu la nuit dernière encore un accident très grave près de Saint-Marcelin, dans l'Isère, une collision entre 2 voitures qui a fait 4 morts et 2 blessés graves. Le temps pour aujourd'hui, dans le courant de l'après-midi, le ciel aura tendance à devenir de plus en plus nuageux, paraît-il. Il risque d'y avoir aussi des orages parfois violents en fin d'après-midi. Le Tour de France. Le Tour de France, Cyril Guimard a pris ce matin la 2e place au classement général. C'est Eddy Merckx qui a encore remporté, je vous le disais, ce premier tronçon de la 14e étape. Et on assiste, Georges Dominique, pour l'instant plutôt à l'effondrement de Luis Ocaña. Oui, un Luis Ocaña qui souffre d'un point de bronchite, qui a perdu ce matin exactement 2 minutes et 11 secondes sur Eddy Merckx. Merckx qui a enlevé donc cette première demi-étape qui conduisait les coureurs de Briançon à Valloire sur 51 km. Une épreuve également qui comportait un grand obstacle, le col du Galiguet. Merckx, donc vainqueur au sprint de l'étape, battant le Landais Houtemelk, 3e le Portugais Agostinho à 24 secondes. 4e position le Belge Edouard Janssen. Cyril Guimard 5e à 56 secondes. Un Cyril Guimard absolument étonnant. Et un Cyril Guimard qui commence, si j'ose dire, à grimper aussi bien qu'il sprint. 6e Gimondi, 7e Mariano Martinez, 14e Poulidor, avec un retard d'une 34. Le classement général, on peut dire que les écarts sont faits. Merckx donc en tête. En 2e position apparaît Cyril Guimard, mais son retard est de 6,22. 3e Luis Ocaña, 6,54 de retard sur Merckx. La bataille pour la 2e place. Ensuite Gimondi et Poulidor 5e à 9,54. 2e demi-étape, les coureurs sont partis tout à l'heure de Valloire pour rejoindre Aix-les-Bains. Ils arriveront vers 17h20. Encore une étape alpestre qui risque de faire mal car les efforts se répètent. On passera par le col du Télégraphe, du Cucheron et le col du Granier. Et quant à Régis Auvion, il devra attendre la saison prochaine pour participer au Tour et se mesurer au Grand. Oui, car Régis Auvion ne passera professionnel que la saison prochaine, tout simplement parce que les responsables du sport français souhaitent que Régis Auvion représente la France aux Jeux de Munich. Cependant, on peut dire qu'Auvion aura quelques regrets au cours de sa carrière amateur. En effet, il n'a pu remporter le maillot de champion de France amateur. Hier, il faisait encore partie de la bonne échappée. Malheureusement, il a été piégé au sprint et battu notamment par un Normand du nom de Raymond Martin. Pourtant, vous le savez, la garde-robe de Régis Auvion est déjà très riche. Un maillot de champion du monde, le maillot jaune, car il a gagné le Tour de l'Avenir, et il a également fini à la première place de la célèbre course de la paix. Natation. Alors les championnats de France ne sont pas encore terminés à Vittel, mais il y a une véritable pluie de records, 10 records de France battus jusqu'ici. Oui, 10 records en ce qui concerne la natation. On peut dire qu'en athlétisme, les athlètes français ne sont pas demeurés en reste. Jean-Michel Desjeunes, puisque Prix-Cotco avait bien commencé son week-end en battant le record de France du lancer de marteau. Il était suivi de mademoiselle Pierrotti qui a battu le record de France du lancer de disque. 3 autres records de France ont été battus dans des disciplines dont on parle peu, qui se passent, si vous voulez, dans une certaine discrétion. Ce sont les épreuves combinées et leur championnat de France avait lieu ce week-end au stade de Colombes. Ces épreuves couronnent d'ailleurs les athlètes les plus complets. Voici par exemple, ici sur 100 mètres maillot noir, Yves Leroy de l'US Métro au centre, qui va améliorer son propre record de France du décathlon, c'est-à-dire sur 10 épreuves réparties entre les courses, les sauts et les lancers. Nous voyons successivement Leroy sur 100, il a fait 17, ici à longueur 7,49 m, au saut à la perche, il franchira 4,60 m, alors que son disque bientôt va retomber à 50,86 m. Avec 7835 points, Leroy est encore loin bien sûr des meilleures performances mondiales. 8417 points réalisés par l'américain Bill Toomey, c'est le record du monde, et 8300 pour l'allemand Kurt Bendlin, c'est le record d'Europe. Ce genre d'épreuve combinée fait appel aux qualités qui sont l'essence même du sport, c'est-à-dire la rapidité, la détente et la force. Les dames, elles se contentent du pentathlon, c'est-à-dire 5 épreuves. La Lilloise Marie-Christine Debourse, que nous voyons ici au lancer du poids, a réussi 4376 points, s'il vous plaît avec le sourire, et elle se classe à présent parmi les 10 meilleures mondiales. Enfin, ce jeune athlète de 16 ans qui se prénomme Philippe a, si j'ose dire, de qui tenir. Il a battu le record de France de l'octathlon, donc sur 8 épreuves. Il est vrai que son père s'appelle Robert Bobin et qu'il n'est autre que le patron de l'athlétisme français. En tout cas, vous voyez qu'en athlétisme, on peut battre même des records lorsque les stades sont déserts.
Et puis un sport qui est particulièrement de saison, on en a beaucoup parlé d'ailleurs ces derniers temps, on a beaucoup parlé de voile en France. C'est une grande semaine qui commence dans ce domaine, dans la région de Bordeaux, avec le championnat de France de yachting. Un reportage d'ailleurs de notre station de Bordeaux. Le lac de Carpentmourtin en Gironde accueille depuis hier et jusqu'au 29 juillet prochain les épreuves du championnat de France de yachting organisées par la Ligue d'Aquitaine. Les compétitions de cette quinzaine nautique nationale ont lieu au rythme d'une ou deux régates par jour selon les catégories sur l'un des 3 parcours olympiques prévus à cette occasion. La première semaine est consacrée aux courses solitaires et doubles des cadets et des juniors, la deuxième aux équipages féminins, seniors et espoirs. Les championnats se courent en 6 manches, le classement se faisant par addition des points des 5 meilleures places. La plus mauvaise, même si elle résulte d'une disqualification pouvant être retirée. En solitaire, le championnat se dispute sur Europe pour les cadets et les féminins, sur FIN pour les seniors et sur YOL-Hockey pour les juniors. En double, les seniors armeront des 5 au 5, les cadets, les juniors et les féminins des 420 et les espoirs des 470. Hier donc, épreuve réservée aux cadets et aux juniors. Le vent de force 3 tomba à 1 pendant la compétition pour remonter à 3 sur la fin de la journée. Durement disputé en raison à la fois du nombre des participants, puisque 220 voiliers sont inscrits, ce qui est exceptionnel, et de la qualité des équipages, ces premières courses n'ont pas apporté de grandes surprises. En double junior que nous suivons ici, la victoire est revenue aux frères Lambourg du club nautique La Martinière qui en étaient les grands favoris. Ils sont arrivés devant Chauvin et Bonello de Marseille. En solitaire, toujours chez les juniors, c'est Coquin de Poitiers qui se classe à premier. Chez les cadets, Laudet de la Baule n'a pas déçu les espoirs que l'on plaçait en lui, il termina en tête, tandis qu'en double, les frères Daven de Saint-Maur prenaient le meilleur sur leurs adversaires. Deuxième manche à Ourtin aujourd'hui. Information qui vient de me parvenir et qui concerne précisément l'actualité sportive à la télévision. Monsieur Christian Quidet a été nommé pour assurer l'intérim des fonctions du chef du service des sports à la télévision, c'est-à-dire Raymond Marcillac. Voici d'ailleurs le texte intégral du communiqué de l'ORTF. En attendant une réorganisation plus complète du service des sports, le président-directeur général de l'ORTF a désigné Monsieur Quidet, rédacteur en chef, pour assurer l'intérim des fonctions du chef du service des sports à la télévision, Monsieur Marcillac, qui continuerait d'exercer, à l'initiative des directeurs de chaîne, des fonctions de producteur délégué, commentateur ou présentateur d'émissions et de magazines sportifs. D'autre part, la direction de l'équipe des Jeux Olympiques sera assurée par M. Jean Rénal, assisté de M. Pierre Loctin. Il nous reste à faire un tour à la Bourse de Paris. Non, je voudrais tout de même vous parler du championnat du monde d'échecs. C'est surprenant, mais l'Américain Bobby Fischer semble avoir renoncé à ses caprices. Non seulement il a fini par se présenter pour la troisième partie, mais il est pour l'instant en position favorable et il a de bonnes chances de gagner. Après tout, on peut se demander si toute cette comédie ne s'est pas destinée à éprouver les nerfs de son adversaire soviétique. Cette fois-ci, la Bourse de Paris, Gérard Vidalanche. Cette bourse aujourd'hui tout de même un peu assoupie. Disons que les professionnels n'ont pas forcé sur leur corde vocale et l'activité du marché se mesure bien entendu au bruit des interpolations. Eh bien, les cours sont pratiquement ceux de vendredi. On a tout de même parlé de 2 choses. On a parlé peut-être d'un emprunt d'État, encore que M. Giscard d'Estaing ne soit pas, on croit savoir, favorable à ce lancement d'un tel emprunt. En effet, les caisses publiques sont pleines, le Trésor n'est pas aux abois, mais M. Paquet, le président du groupe parlementaire des Républicains indépendants à l'Assemblée nationale, a déclaré que le lancement éventuel d'un emprunt d'État pouvait être envisagé et que pour lui, ce serait une bonne solution car le prochain budget sera difficile. Et je cite ses propos, il faudra un budget rigoureux, mais il faudra aussi assurer le financement d'un certain nombre de réformes qui nous paraissent justes et urgentes. De là peut-être un emprunt d'État qui aurait également un autre but qui permettrait d'éponger les capitaux liquides qui existent en France. On a parlé aussi de Citroën. Citroën en effet contre-attaque. Vous savez, c'est la période juste un petit peu avant les vacances où les grands constructeurs présentent leurs projets, leur prochain modèle du salon. Eh bien, Citroën a renouvelé complètement sa gamme des DS. La gamme DS 73 est entièrement rénovée, 2 nouveaux modèles, la D Super 5 et la DS 23. Elles sont du reste présentées dès ce matin. La DS 23 remplacera la DS 21. Une vitesse de 188 km/h et un prix de 25 000 francs, toute taxe comprise.
La D Super 5 pourra monter jusqu'à 175 km/h et je crois que la performance prix et consommation est assez intéressante. Le prix est de 20 900 francs, toutes taxes comprises. Et puis alors bien sûr, il y a la prestigieuse SM à injection électronique. Elle pourra monter, sa puissance a encore été développée, elle pourra monter à 228 km/h. Et puis bien entendu, on parlera également de la GS qui aura un nouveau moteur. Vous voyez que LMT s'est distingué aujourd'hui, on a remonté le cours de 2400. Les affaires textiles sont plus calmes, Dolphus Mig 1 franc de moins par rapport à vendredi. Presse de la Cité en légère baisse. Saint-Frère, vous voyez, c'est le même cours. Et l'azote également inchangé, alors que c'est une valeur qui jusqu'à présent faisait bondir tous les boursiers puisque les recherches en mer du Nord sont très surveillées par les investisseurs. Mine d'or, léger réveil aujourd'hui. Le marché de l'or est du reste en hausse puisque le lingot a dépassé le cours de 10 000, 10 015 très exactement, et le Napoléon, 30 centimes de mieux aujourd'hui, à 68,90. Voilà pour la Bourse de Paris. À vous Jean-Michel Desjeunes. Merci Gérard. Les saints du jour sont d'ailleurs des saintes aujourd'hui. Sainte Charlotte, Sainte Arlette. Non, ce n'est pas une sainte. Sainte Charlotte, Arlette que l'on fête également aujourd'hui, Carole et Caroline et Sainte Marceline. Sainte Charlotte était la doyenne des Carmélites de Compiègne. Elle a été guillotinée place de la Nation le 17 juillet 1794 alors qu'elle avait 80 ans. Demain, on fête les Frédéric, les Freddy et les Frida. Bonne journée à tous.